Bruno Choël pour Synchro Magazine, première. Alors déjà, est-ce que, vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre famille, de votre enfance? Moi, je m'appelle donc Bruno Choël et je suis né en Normandie, près du Havre. J'ai d'un papa et d'une maman. Voilà, ma famille vient de l'Est, de la France à l'origine, mais ils sont arrivés au Havre parce que mon père était inspecteur des douanes, donc il travaillait sur le port. Donc c'était un lieu de travail pour lui. Voilà, j'ai 2 sœurs. Et c'est rare cette question. On commence fort direct. Ah non. Non, est-ce que, déjà à quel âge, vous avez voulu devenir, comédien et c'est quoi le parcours que vous avez suivi pour, y parvenir? J'ai commencé très tôt, à 10 ans. Heu, Ma mère m'avait emmené au conservatoire de ma région pour apprendre un instrument de musique ou faire de la musique. Et puis finalement, je suis arrêté dans le cours de théâtre et j'étais un peu jeune pour y rentrer, mais le prof m'avait pris. Et en fait, j'ai commencé à faire des tout petits rôles, des rôles d'enfants au théâtre. Donc j'ai commencé à 10 ans et j'ai joué le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'avais 10 ans. Voilà, ça a commencé comme ça. L'histoire a commencé comme ça, l'histoire de vouloir être acteur. Et donc ça, c'était en Normandie toujours, Toujours au Havre, ouais. Et après ça a été quoi l'élément déclencheur pour en faire son métier? Parce que quand on est petit, on peut en Ah faire au oui. théâtre, mais est-ce que, voilà? En fait, ça m'a voilà, après il y a eu l'école, il y a eu le collège, enfin, on a monté une petite troupe de théâtre, hein, quand j'étais déjà au lycée, donc ça m'a un peu, ça m'est resté. Et après le bac, j'ai dit: je vais faire comédien». Mes parents n'étaient pas trop d'accord, donc j'ai fait une école des beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts pendant 3 ans et après, j'ai encore insisté pour venir au théâtre. Et une troupe locale au Havre, puis une deuxième troupe locale au Havre qui a bien marché. C'était avec Gildas Bourdet, théâtre de la Salamandre. Donc voilà, ça s'est ouvert. J'ai continué à travailler. Mon premier bulletin de salaire, c'était un bulletin de salaire d'acteur. D'accord. Et on a pu vous voir jouer donc dans quelle pièce ou même, un petit peu à la télé aussi, je crois? La télé, non, j'en ai très peu fait. Mais une des premières pièces, c'était les Guerres Picrocolines d'après Rabelais, où je jouais Frère Jean. Et ça a été le début d'une carrière d'acteur de théâtre en province. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez bougé donc sur Paris? Après, tout acteur, au bout d'un moment, quand il arrive à la France, il se dit c'est à Paris que ça se passe, voilà, monter à Paris, etc. Donc, je suis monté à Paris, j'ai fait une école, l'école Jacques Lecoq, une école d'expression corporelle, de mime. En fait, j'ai commencé sans trop parler. Et donc, j'ai quitté ma province pour arriver à Paris. Est-ce que, faire du doublage, ça faisait partie des projets de carrière? Pas du tout, pas du tout. Moi, je voulais être acteur de théâtre. En fait, le cinéma et la caméra m'effrayaient un peu. Et j'étais plus à faire ça. Donc théâtre. Après, grosse période de chômage, parce que quand on a entre 20 et 30 ans à Paris, Mmh. il y a beaucoup de monde. Donc, et là, il y a eu, je dis: «Qu'est-ce que je vais faire ?» J'étais même prêt à lâcher le métier. Et il y avait cette voie doublage. Donc j'ai mis le pied dedans et je l'ai pas. J'ai mis les deux. Et après, j'ai mis toute mon énergie. Et qu'est-ce que vous connaissiez de l'exercice avant d'en faire? Rien. C'était un pote qui faisait un peu de montage, qui m'avait dit: «Viens voir ce que c'est que le doublage». Et j'ai fait: «Waouh, c'est une sacrée technique. Ça va très vite. Il parle très vite. La bande défile très, très vite». Et puis voilà, petit à petit, j'ai essayé de creuser ce sillon-là. Ouais. Et c'était où? Dans quel studio? Vous vous rappelez un petit peu, qui vous avez vu jouer? Oui, il y avait déjà les voix un peu mythiques de Georgie, Franz était déjà là, Poivet était déjà là, et je les entendais tous. Voilà, comme on fait quand on arrive dans les studios, il
il y a des foyers dans lesquels les comédiens se retrouvent. À l'époque, ils avaient beaucoup plus le temps pour doubler, donc ils avaient vraiment ils y passaient la journée dans les studios et il y avait cette espèce de foyer comme ça de gens qui se retrouvaient là ensemble et on entendait les voix connues, archi connues. Et j'ai dit putain, mais c'est incroyable quoi. Mes héros de cinéma, ben, ils sont là, un peu bedonnants, un peu moustachus, un peu vieillissants. Mais j'ai dit mais c'est magique cette histoire. C'est magique, c'est magique. Vous regardiez du coup les films en version française Ouais. Moi, je suis bah oui, je suis d'une époque où on regardait les films tout en version française. Donc je comprends que ça avait dû être aussi quelque chose. Bah oui, c'était mes héros d'enfance. Et ça, c'était du coup dans les années 90 ? Oui, exact. Ouais, je suis arrivé dans le doublage dans les années 90. Et à cette époque-là, le doublage, il avait quand même mauvaise réputation dans Oui. le métier, surtout par rapport à maintenant. Est-ce que on vous a découragé de faire du doublage ? On m'a jamais découragé de faire du doublage, mais on m'a bien fait comprendre que c'était un art mineur, que l'art majeur était le théâtre, et même les acteurs qui venaient étaient un peu discrets quant au fait qu'ils doublaient. Voilà, on fait ça pour arrondir les fins de mois, mais bon, c'est le théâtre, c'est la scène, c'est Paris, etc. quoi. C'était ça le top du top. Et ben moi, au contraire, j'ai dit, comme ça m'éclatait vraiment de faire du théâtre, j'ai dit, eh ben, ce métier-là, je vais le faire à fond, comme si c'était un truc formidable. Enfin, comme c'est un truc formidable. Et du coup, j'ai été regardé au début comme quelqu'un d'assez passionné par le doublage. Et donc, j'ai commencé à travailler pas mal, parce que j'étais plutôt positif en arrivant là. J'étais plutôt... je trouve ce métier bien, quoi. Ouais. Et du coup, vous vous rappelez de cette entrée dans un synchro ? Quel film c'était ? Il y avait une grosse série sur laquelle je suis arrivé qui s'appelle Party of Five. C'était La vie à 5. C'est une série avec je faisais pas mal de voix très jeune, enfin teenager quand je suis arrivé. Et c'était une petite famille, ils étaient tous ensemble et les parents étaient partis, morts je crois. Et ils n'ont rien dit à personne et ils ont continué à fonctionner comme une famille sans les parents. Et aux yeux des voisins, tout ça, personne ne savait. Et c'était vachement bien. Il y avait déjà Dorothée Pousseau, qui était ma toute petite sœur. Ça devait être marrant à doubler, du coup, j'imagine. Ouais, c'était sympa. C'était vachement sympa. Et mes tout premiers essais dans le doublage, ça a été une série, un soap américain. On démarre plutôt par ça. Ça s'appelait, comme Les Feux de l'amour, mais c'était pas Les Feux de l'amour. Ça s'appelait Amoureusement Vôtre. Et je faisais un beau mec. Comme vous. Comme moi. Comment vous êtes acclimaté du coup à l'exercice du doublage ? Parce que vous m'avez dit que vous étiez tout de suite impressionné en voyant un petit peu cette technique. Ouais. Grâce finalement à ce soap américain. En fait, le soap, c'est peut-être un truc les plus difficiles à doubler techniquement parce que les acteurs sont pris en gros plan. Donc tout ce qui est lip sync, tout ce qui est mouvement de voix, mouvement de bouche, ça se voit beaucoup. Donc c'est une vraie école. Et il y a beaucoup de textes. Il faut parler beaucoup avec des comédiens pas forcément excellents. Donc il faut parer à tout ça. Et c'est une super école. C'est aussi une école qui peut vous emmener dans une mécanique de jeu. Qui est pas très bonne. Donc il faut rester très attentif à pas être dans un ronron de soap américain. Il faut se remettre en question. Faut se remettre en question. Ouais. Et est-ce que vous aviez du coup, j'imagine, vous avez un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais vous aviez vraiment des modèles quand vous êtes arrivé dans la profession, des gens qui vous inspiraient ? Bah oui, il y avait ce qu'on appelait les grandes voix. Enfin, il y avait ceux qui doublaient les héros, quoi, les John Wayne, les Clint Eastwood, etc. Moi, j'ai pas tous les noms en tête. Et vous en donnez des conseils Alors, non. Non, parce qu'à l'époque, ils se présentaient que c'était des messieurs. Ils arrivaient sur le plateau avec un certain charisme, une certaine aura. Et tu ne pouvais qu'arriver petit dans tes petits souliers, parce qu'ils imposaient quand même. C'était des gens qui jouaient au théâtre tous les soirs, qui avaient comme ça des... Et c'était des personnages à l'époque, vraiment des personnages assez emblématiques.
avec une posture, des poses, des voix. Ils étaient très impressionnants, très impressionnants. Donc, pas trop de conseils de ces gens-là. J'étais un peu sur la réserve aussi à cette époque. Voilà. Ça a été quoi le premier gros rôle important qui vous a fait avoir un petit moment déclencheur dans votre carrière? Je parlais de Party of Five. Ça a commencé à cette époque-là. C'était un rôle important. Donc, on a commencé à parler de moi un peu dans les couloirs. C'est du bouche à oreille au début. Hein. C'est qui fait quoi, etc. Je fais une parenthèse parce que je suis arrivé à l'époque où il y a eu une grosse grève dans le métier. C'était très compliqué, pas très agréable, avec des gens des comédiens qui soutenaient le mouvement des grévistes, d'autres pas. Et moi, je suis arrivé un peu là-dedans, et donc j'étais pas très connu, donc on me regardait un peu avec inquiétude, avec des gros points d'interrogation. Dans quel camp es-tu ? En même temps, ça a permis d'ouvrir à cette époque-là les studios beaucoup plus. Donc, j'imagine, on vous voyait peut-être aussi comme quelqu'un qui profitait de ce moment de grève. Ça a été un peu étrange. Alors moi j'étais gréviste, j'ai suivi la grève, j'allais aux réunions syndicales le soir. Et juste après cette grève, les studios étaient un peu dans l'attente de comédiens. Il y en a qui étaient un peu blacklistés. Et voilà, ça a été un peu confus pendant longtemps. Alors, quelques années après votre entrée dans la synchro, il y a l'année 99. C'est l'année où vous doublez pour la première fois deux acteurs que vous allez longuement suivre, Johnny Depp et Ewan McGregor, dans respectivement c'était Sleepy Hollow et Star Wars La Menace Fantôme. Comment vous êtes retrouvés sur chacun de ces deux acteurs ? Je travaillais beaucoup chez Dubbing Brothers, qui est une grosse plateforme. Il y a beaucoup de doublages qui se font. Et pour ce qui est de Ewan McGregor dans Star Wars, je me souviens, j'étais dans les couloirs, dans le couloir central. Et on commençait un petit peu à parler de moi dans le doublage. Et on m'avait dit, tiens, on va t'essayer parce que dans ce film-là, Ewan McGregor, qui a fait beaucoup de teenagers au cinéma, sa voix est plus grave et on voudrait savoir si ça pourrait coller. Donc je passe un essai, alors qu'on m'avait promis avant, ce serait peut-être bien que je fasse un garde noir, tu vois, un tout petit rôle, histoire d'être dans Star Wars. Enfin, pas un garde noir, un soldat. Un soldat. Et puis c'était un rêve, quoi. Et là, paf, il se trouvait que c'était un rôle important, et très important, et donc je passe les essais, je suis pris. Pour ce qui est de Johnny Depp, c'était Sleepy Hollow, c'est pareil, j'ai passé des essais qui ont été concluants, et je me souviens, dans Sleepy Hollow, je m'étais vraiment amusé sur les essais, ce qui est assez bon signe. Donc, voilà, donc j'ai été pris. Je me souviens du personnage qui était très... Ichabod Crane. Ichabod Crane, qui était très tenu dans son costume. Et physiquement, je l'avais pris très droit, comme ça, avec une façon de parler très découpée, très découpée, très précise, comme ça, un rythme comme ça. Et quand j'ai chopé ça, mais ça fonctionnait trop bien avec l'image. Et brrr, après, tout le rôle s'est déroulé facilement, quoi. Là, c'est intéressant quand on vous revoit comme ça, vous projeter dedans, on voit que même c'est très physique aussi le doublage. Et je pense qu'on a tendance aussi à l'oublier. Moi, j'ai fait donc cette école de mime. Et on a travaillé beaucoup par le corps. Et c'est vrai, quand l'image au cinéma vous permet de voir comment les gens se tiennent. Et quand on a un col comme ça très haut, du coup la tête est très haute, et du coup le langage devient très précis. Et quand on se tourne, même, c'est un peu dédaigneux par rapport à ceux qui sont à côté. Pas pour toi, bien sûr, mais il y a une posture. Il y a une posture, et c'est quand on la prend physiquement, elle transparaît dans la voix, et le personnage apparaît. Ouais. Après, on enfile les perles, quoi. Vous suivez du coup ces deux acteurs quasi systématiquement. Est-ce que vous passez encore des essais sur ces deux comédiens ? Il y a eu surtout Johnny Depp, avant que je le démarre, il avait plusieurs voix. Il avait 5 ou 6 voix. À chaque fois, comme il fait des films il faisait des films très différents les uns des autres, il n'avait pas de voix attitrée. Et donc, à chaque nouveau film, j'ai passé des essais.
Et sur Pirate, je me souviens, ça a été un essai long, c'est-à-dire c'est un essai sur plusieurs jours. Enfin, j'avais commencé un peu à travailler, mais je sentais que j'étais pas encore accepté. Et ça a été un essai sur une longue période. Aussi, à ce moment-là, Johnny Depp, j'avais une voix assez légère, et Johnny Depp commençait à taper dans ses graves. Pirate, il descendait un peu comme ça par moments. Et du coup, il a fallu aller chercher ça, que j'avais pas au départ. Et là, c'est pareil, je l'ai pris dans le corps. Je l'ai pris façon de se mouvoir comme ça, un peu en déséquilibre tout le temps, et se rattrapant aux choses très précises. Et puis après, en se coulant. Enfin, il y avait ce rythme physique qui fait que la voix, ça suit ensuite. Ouais. Et maintenant, vous passez toujours des essais sur ces Non, acteurs-là c'est fini. Alors depuis la grande saga Pirates des Caraïbes, je passe plus d'essais sur Johnny Depp. Et Ewan McGregor Ewan McGregor non plus, depuis la grande saga des Star Wars. Vous l'aviez pas fait sur The Ghostwriter, je crois. Exact. Et c'était un choix de Roman Polanski. Exact. Polanski allait un peu systématiquement, n'aimait pas trop forcément prendre les voix attitrées, officielles. Voilà. J'avais passé des essais dessus, sur Ghost, et j'ai pas été pris. D'accord. C'est assez drôle aussi, puisqu'en 2015, il y a eu Charlie Mordecai, dans lequel il y avait Johnny Depp et Ewan McGregor. Pour quelle raison? C'est vous qui avez choisi de doubler Johnny Depp ou... Je crois d'un commun accord avec le DA, il m'a dit, bah voilà, ils sont deux, qu'est-ce que tu veux? Enfin, on m'avait posé la question. Bon, je dis, allez, je prends Johnny Depp, je vais m'amuser. Si on peut, on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans certains de ces films-là. On avait commencé à parler de Star Wars, donc ça doit être quelque chose d'être embarqué sur cette saga qui vous a peut-être marqué aussi plus jeune, je sais pas. Non, j'avais jamais vu de Star Wars quand j'ai commencé. Je savais même pas ce que c'était, on m'a expliqué. Après, j'ai eu le lexique, parce que quand on rentre dans Star Wars, faut une Bible, ce que c'est qu'un Jedi, comment pense un Jedi, l'importance de la Force, où est-elle quand elle arrive, on ne sait pas. Enfin, et il y avait toute cette mise en branle du personnage. Et vous aviez accès aux films dans leur entièreté pour pouvoir les doubler ou... Ah, je me souviens déjà à l'époque. Alors, à l'époque, on avait encore le film, mais il y avait des contrôles. Je me souviens à la porte de dubbing, il y avait un gars qui était là, une sécurité. Pour rentrer et sortir, il fallait montrer patte blanche. D'accord. Et j'imagine que ça a dû aussi encore plus évoluer, ça, parce que Obi-Wan Kenobi, c'est vraiment le rôle que vous avez le plus fait dans plein de choses différentes, dans des séries, dans de l'animé, même quand c'est pas Ewan McGregor qui le joue, quoi. Oui, mais je crois que... Oui, mais il en a fait pas mal, Ewan McGregor. Oui, je l'ai suivi partout, Obi-Wan Kenobi. Mais il y a eu plusieurs saisons, je crois que c'était Star Wars, je sais plus, une série animée, ou c'est pas vous qui l'avez fait? Exact, c'est Jean-Pierre Michael. Ouais, la dernière saison, il y a eu un trouble entre deux studios et voilà, on a changé de studio et puis j'ai pas fait la dernière saison. Il restait quelques épisodes. Ouais. Effectivement, c'est pas moi. J'ai pas tout fait. Et qu'est-ce que vous gardez de Star Wars comme souvenir, même si ça s'est poursuivi avec la série Obi-Wan Kenobi il y a pas longtemps? Bah oui, Star Wars, en plus le faire 20 ans après, c'était avec un peu de bouteille, un peu de maturation. C'était très agréable. Et puis de m'apercevoir, c'est surtout chez les spectateurs ça leur appartient, quoi. C'est une saga sur beaucoup qui leur appartiennent. Et ça leur révèle des moments d'enfance, ils se revoient plus jeunes. Après c'est les parents, c'est les enfants. C'est un truc qui suit, quoi. C'est incroyable. Et du coup maintenant, donc là, il y a quand même l'image ou c'est encore plus contrôlé par rapport au doublage, quand vous doublez, je sais qu'il y a beaucoup d'œuvres où maintenant c'est des médaillons sur la bouche. Oui. Ça reste très confidentiel quand on enregistre ces grandes sagas-là dans les studios. Les noms sont changés, on signe des contrats de confidentialité qui sont de plus en plus importants,
où on ne peut pas divulgacher ce qui peut arriver, ce qui me paraît normal. C'est complètement normal. Ouais. Et alors, bon, on a parlé donc de cette saga avec Ewan McGregor. On va revenir sur celle de Johnny Depp, Pirates des Caraïbes. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de rôle aussi où vous vous sentez hyper à l'aise. Mais je pense que c'est par rapport aussi à ce mouvement-là qu'a Johnny Depp. Bah oui, c'est agréable hein, de pouvoir bouger dans ses bottes, sous son chapeau, et avec son costume, et ses manches longues. Tout ça, ça bouge. Et puis c'est une grande liberté, et puis c'est un pied de nez à plein de choses. C'est très agréable pour ça, hein, d'être libre et d'aller loin. C'était quoi l'atmosphère sur le plateau de doublage sur les Pirates des Caraïbes? Bon, Pirates des Caraïbes, c'est quand même assez sérieux, hein, parce que fallait vraiment retranscrire ce qu'ils faisaient. Non, c'était bien de bouger, comme lui. Sur les plateaux, c'était déjà les plateaux où on travaillait seul. Ouais. On n'a plus les autres. Donc voilà, fallait se concentrer. Et vous avez senti une différence d'ailleurs entre ce passage où on joue avec les autres et on joue seul? Oui. Oui. Moi, ça me dérange pas de travailler seul, parce que je trouve qu'on est hyper concentré. Et j'aime bien être concentré sur un plateau. J'aime bien être dedans. Voilà. Quand il y a trop de brouhaha, j'aime bien être dedans. J'aime bien être tout près de ce que j'entends. Est-ce que vous pensez qu'il fallait absolument qu'il y ait du coup une rencontre, un match entre le comédien que vous doublez et vous pour que le doublage fonctionne parfaitement? Il faut, alors pour que ça, voilà, faut qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'on trouve notre espace là-dedans. Parce que c'est pas nous, hein, mais il faut que, voilà, faut qu'on s'éclate là-dedans. On est dans un cadre, mais il faut qu'il y ait une bonne liberté à l'intérieur. Et ça devient plaisant. C'est vraiment comme un personnage au théâtre. Quand on joue un personnage, c'est pas vous, mais en même temps, il faut lui donner un espace. Mais c'est génial le doublage pour ça, parce que c'est pas vous. Donc du coup, comme c'est pas vous, comme au théâtre, quand on joue avec un masque, ce n'est pas vous, mais le fait que ce soit pas vous donne une liberté à l'intérieur de tout ça totale. Au début de votre carrière, vous avez doublé quelques films non anglophones. Vous avez notamment doublé deux immenses acteurs, l'Espagnol Antonio de la Torre, c'était dans Volver, je crois, et le Hongkongais Tony Leung. Est-ce qu'il y a une différence d'approche sur le doublage de ces langues-là? Oui. Alors, pour ce qui est de l'asiatique, des langues asiatiques, c'est complètement troublant parce qu'il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus nos appuis, on est vraiment perdu avec notre langue française. J'avais passé une scène d'essai où il offrait un petit cadeau à sa fiancée, Tony Leung, donc, et j'avais vraiment l'impression qu'ils s'engueulaient tous les deux, alors que c'était une scène plutôt tendre. Et là, c'est pas facile là, parce qu'il faut s'éloigner de ce qu'on entend. Et j'ai pas trop cette habitude. Et vraiment s'éloigner et jouer jouer le sentiment autrement. Et c'est pas simple, les langues asiatiques, c'est pas simple. On n'a pas l'habitude, en plus, on n'a pas beaucoup d'habitude. Et quand vous réécoutez donc dans ce genre de film-là, vous arrivez à l'accepter du coup, que vous êtes éloigné un petit peu? Oui, parce que ça, c'est 2000, voilà, 2046. 2046, c'est un très beau film, très finalisé au niveau des images, de la photo, et poétique par moments. Et donc c'était, on a trouvé, ouais, c'était sympa à faire. On a trouvé on a fait un bon travail dessus. Parmi tous les acteurs que vous avez doublés, on va en parler de pas mal, mais vous avez commencé à doubler Joaquin Phoenix, puis finalement vous avez perdu cet acteur entre guillemets. Quelles en étaient les raisons? Alors les raisons, j'ai commencé avec sur Joaquin Phoenix. Les raisons, j'ai mon collègue de travail, c'était Boris Rélinger qui l'a repris. Il y avait une série de films vous allez m'aider, sur le réalisateur new-yorkais James Gray. Il avait commencé à le doubler sur 1, puis 2.
Et en fait, il se trouve que il était bien sur ce personnage-là. Enfin, D'ailleurs, sur le premier où il le double, La nuit nous appartient, vous doublez Mark Wahlberg. déjà, ça a commencé comme ça. Dans le même film, je doublais Mark Wahlberg et il y avait également Joaquin Phoenix. Bon, donc il avait pris Joaquin Phoenix. Je trouve que ça lui colle parfaitement. Ça, c'est un avis personnel. Je trouve qu'il a ce grain de voix. Et comme quoi, voilà, quand on double et que vous laissez rentrer le loup dans la bergerie, il y a de fortes chances pour que voilà, ça remet les pendules à l'heure. Bon, au moins, vous êtes fair-play sur ça. Non. Puis je trouve que ça lui va. Ouais. Ça lui va très bien. Moi aussi, même si j'aime beaucoup ce que vous faites sur, par exemple, dans Gladiator, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude personnellement d'avoir Boris Rollinger sur Joaquin Phoenix. Comment elle s'est faite, votre rencontre artistique avec Matthew McConaughey? Alors, Matthew McConaughey, comment ça avait démarré? Matthew McConaughey, il a fait énormément de films dans sa première... Attends. Oui, il y a eu deux parties, vous étiez au début et à la fin. Ouais. C'est-à-dire, Matthew McConaughey, je l'ai... Le droit de tuer, qui était le premier film, et Contact. Le premier film que j'ai doublé, Le droit de tuer... Voilà, jeune avocat, j'avais été mis sur le casting à une époque où je n'étais pas très connu. Et le gars le DA m'avait dit bon, t'es pas très connu dans le métier, c'est le rôle principal. Voilà, je te présente, ça va essayer de fonctionner. Et la plaidoirie avait été super, et j'avais passé un très bon moment, donc du coup, je l'ai gardé. Mais alors, il se trouve que Matthew McConaughey, après, il a fait plein de films... oubliables. Et je l'ai suivi, je l'ai fait pendant pas mal d'années, une bonne dizaine d'années sur ces films-là. Voilà, c'est plutôt plaisant. Et puis après, il a eu alors ce qui est rare pour un acteur, c'est qu'il a commencé fort, après il a fait des films un peu moins intéressants, et après il a eu toute une période super où il s'est trouvé comme acteur. Et là, il y a eu quelques films que j'ai pas fait, mais je l'ai retrouvé à la fin. Il y a Killer Joe, incroyable. Ouais. Paperboy, je crois que vous le faites aussi dedans. Paperboy. Interstellar, ça, j'en parle pas. Interstellar, ça a été super touchant. Il est plus grave que moi au niveau vocal. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'avant-première d'Interstellar, et il m'avait dit You have with a voice down, please. Il dit descends ta voix en grave. Ouais, c'était sympa. C'est vrai qu'il a tendance à vraiment... il aime bien jouer. Il y avait True Detective aussi en série. True Detective. Alors ça, True Detective, ça a été topissime. C'était très bavard, et j'avais un DA qui était Julien Kramer qui a eu la... Enfin, je sais pas, ça s'est bien passé. Et il m'a laissé faire, quoi. J'avais comme un cheval qui a la bride sur l'épaule sans qu'il y ait de tension. Il m'a laissé partir dans ce délire. Et c'est pareil, physiquement, sur les essais, parce que là, j'avais passé des essais sur True Detective. J'avais pris la première scène où il était au pied d'un arbre, où il y avait une victime écartelée, ou je sais plus, c'était assez gore. Et il était là avec son petit dossier sur les mains basses, et comme ça, très, très concentré. Et la voix est sortie comme ça. Physiquement, j'ai fait tout le rôle dans cette position-là. Et ça fonctionnait, c'est-à-dire que c'était très... très concentré, très grave, et pareil, je suis rentré dans True Detective et je suis sorti jusqu'au bout. Mais ça marche très bien aussi avec Jérôme Powell, du coup, qui fait Woody Harrelson. C'était pas Jérôme Powell. C'était pas lui. C'était Emmanuel Giacomi. C'était Giacomi sur True Detective. C'est vrai. Ouais. Ils sont bien tous les deux. J'ai tellement l'habitude que ce soit Powell, mais c'est vrai que c'était Giacomi sur True Detective. Détective. Et il y a certains films que du coup vous n'avez pas fait comme avec Matthew McConaughey, comme Dallas Buyers Club. Ouais. Ça vous a déçu de pas pouvoir... Pareil, sur essai, comme quoi, on est toujours sur la touche, quoi. Les essais, il y a notre acteur qui était plus performant sur les essais, et voilà, et qu'il l'a eu. Voilà, c'est comme ça. Et là, on a parlé pas mal de comédiens, Matthew McConaughey ou Joaquin Phoenix, où il y a un côté peut-être de vouloir les conserver ou pas. Est-ce que c'est quelque chose, c'est quoi la principale difficulté dans le fait de vouloir conserver, entre guillemets, un acteur ? On ne peut pas le conserver, ça ne nous appartient pas. Et
Alors la difficulté, ouais, voilà, c'est d'être crédible à chaque fois sur ce personnage-là, à chaque essai. Et l'essai, c'est une épée de justice, hein. C'est-à-dire sur 5, même des fois 10, 15, 20, 25 personnes qui tentent la chance, bah, il y en a un ça va sortir. Il va y avoir une évidence. Et ça, je respecte ça, quoi. C'est comme ça. Bon, après, bon, les acteurs, quand on les double beaucoup, on finit par les connaître. Et on finit par être à l'aise, tellement à l'aise que les essais se passent bien. Ce qui est intéressant aussi dans votre voxographie, c'est que par exemple, vous avez pu suivre Johnny Depp à 2 reprises dans des films d'animation, comme Les Noces funèbres et Rango. Ça arrive pas souvent qu'un comédien qui est plutôt spécialisé dans le doublage réussisse à conserver ses acteurs, même quand ils font de l'animation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on les tient pas forcément. Mais là, j'étais content de faire Noces funèbres mais c'est tellement... bon, pareil, là, je me sentais très bien sur les animations. C'est quand il fait... pour moi, il est aussi vraiment acteur de théâtre, Johnny Depp. C'est très, très imagé, ça bouge, ça... Et j'avais peut-être cette facilité à être dans lui, quoi, dans ce personnage. Et alors, au cours de votre carrière, vous avez aussi été confronté au Star Talent. Il y a Jamel Debbouze qui avait doublé en votre compagnie sur Dinosaur, où il y a même Joey Starr dans Ted. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique-là? Quand les acteurs ont des choses à se défendre, il y a des acteurs de cinéma qui sont excellents dans le doublage et d'autres non. Voilà, c'est chacun a sa chance. Moi, je trouve ça toujours dommage parce que je trouve les acteurs de doublage savent bien faire ça, quoi. Connaissent bien leur métier. Mais des fois, il arrive que je pense à Depardieu, je pense à Le Mercier, je pense à des star talents comme ça Pierre Ninet qui double super. Il y a des acteurs qui se débrouillent très très bien. Et tant mieux. Ouais. Et sur ces films-là, Dinosaur et Ted, est-ce que vous aviez doublé en leur compagnie? Jamel, non, je ne l'ai pas vu sur Dinosaur. Ted non plus. Il travaillait le matin, je travaillais l'après-midi. Il y avait toujours des reliefs sur la table de repas, de bouteilles. Quand j'arrivais sur le plateau, je disais, wow, dis donc, ce matin, ça... Ils se mettaient dans le rôle. On se mettait dans le rôle, hein, il y avait de l'ambiance. C'était drôle, je passais là. Il y a eu un autre film aussi que j'ai doublé avec Johnny Depp et Cotillard. Alors, elle avait été très, très sympa. Elle m'avait envoyé par l'intermédiaire du DA, dites bonjour à Bruno, je suis content de l'entendre, parce qu'on s'entendait, mais on ne se voyait pas. Mais on se retrouvait sur les scènes. Et c'était marrant, il y avait comme ça... C'était important de donner la réplique sans que l'autre soit là, et en même temps que ça se passe bien, quoi. Fallait que ça se marie bien, quoi. Que ça matche. Ça matche bien. D'ailleurs, vous avez doublé aussi dans une version alternative le personnage de Tullio dans La Route d'Eldorado. Ah ouais. Et dans la version principale, c'était José Garcia. Est-ce que vous vous rappelez de ce doublage? Et c'est quoi la raison de ce doublage parallèle? Alors, la raison, c'est un truc, je me souviens plus quelle a été la raison de ça. Mais il y a eu un doublage parallèle, ouais. C'est pas commun. Ouais, c'était pas commun. Je sais plus, des fois c'est l'histoire de droit, c'est des histoires administratives, c'est des histoires d'argent, des fois, je sais pas. Ouais, je sais que par exemple sur Little Miss Sunshine, alors vous faites Greg Kinnear dans les 2 versions, mais je sais que par exemple le personnage de Steve Carell, il est redoublé selon les versions. Alors j'étais le seul rescapé des 2 doublages. Il y a une version pour Canal+, et une version pour une autre... Je crois que c'était TF1 qui avait les droits ou un truc comme ça. Ouais. Et là, je redouble Broken City, par exemple. Je le redouble 15 ans après. Le film avec Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Et Russell Crowe. Crowe, ouais. Je le redouble. Et alors là, c'est une question... Je pense que ça coûte moins cher de redoubler que de repayer les droits. Enfin, voilà, c'est leur cuisine là, à eux. Vous faites ça Je fais ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si je dois en parler. Bon, de toute façon, le temps que ça sorte, il sera ressorti, Broken City. Bon, vous me direz. Mais
En plus, c'est pas un film qui a marché Non, de fou. feu Hein, de Dieu, ouais. ouais. C'est marrant d'ailleurs que vous avez une belle culture de cinéma. Hein. Vous connaissez beaucoup de choses. Mark Wahlberg, disons que c'est ma cam. Ah, d'accord. Ok. Ma Et cam pourtant, aussi, c'est ma on n'en cam a pas aussi. encore Pas trop encore parlé, parlé. hein, mais je me le garde pour la fin. Ouais. Vous avez, d'ailleurs, dans votre carrière prolifique, vous avez joué dans tous les genres possibles. Et Mark Wahlberg, c'est vrai qu'il bouge beaucoup aussi. Quels sont les sentiments qui vous sont le plus difficiles à retranscrire encore aujourd'hui dans les films quand vous changez de genre? Est-ce qu'il y a déjà des sentiments qui sont plus durs à jouer, des intentions de jeu? Bah, c'est le travail du comédien, hein, c'est de se glisser dans des différents états, des états de jeu. Ouais. Après, la difficulté, elle est peut-être juste au départ, se dire est-ce que voilà, il faut que je trouve son état, il faut que je trouve comment ça sort. Je fais beaucoup de gens différents et tant mieux si on ne me reconnaît pas trop vocalement, ça c'est moi. Mais c'est vraiment un travail d'acteur, comment on aborde un personnage, trouver son état. Et la difficulté, elle est là, au début. Après, une fois qu'on a les ficelles, les rênes, le cheval, il galope devant et on dirige, on fait ce qu'on veut après. Et vous vous préparez comment avant d'aborder un rôle? J'écoute beaucoup la VO, la version originale. Et j'écoute aussi ce qui me vient en premier, les premières impressions qui me viennent, elles sont... j'essaie de les retrouver quand je double après. Et vous travaillez sur votre voix aussi avant de passer à la barre ou... Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, c'est par le corps, comment il bouge, son énergie. Et la voix, je vais dire un truc peut-être choquant, mais c'est accessoire. En fait, parce que la voix, elle va se coller à votre état physique, à vos sentiments. Et la voix, elle va apparaître toute seule. Si on est bien dans ses pompes, la voix, elle va venir vous aider. C'est très marrant. Pas penser voix, penser jeu et physique. On nous dit beaucoup aussi souvent, avec les autres comédiens que j'ai rencontrés, que ça passe beaucoup par le regard aussi. Ouais, le regard, ouais. Il y a des choses toutes simples. Si dans Shooter, avec Mark Wahlberg, il est souvent en observation, avec un œil fermé, à regarder dans un sniper. Comme un sniper, à regarder dans sa lunette. Et c'est vrai que si on plisse les yeux et qu'on pense vraiment qu'à plisser les yeux, du coup, on parle petit, la bouche devient petite aussi, et pas forte. Et voilà, quand physiquement on chope l'expression, l'énergie est différente. Bon, on y vient, on tourne autour de Mark Wahlberg. Comment elle s'est fait votre rencontre artistique avec Mark Wahlberg? Je crois que c'était sur La Vérité sur Charlie de Jonathan Demme. C'est vieux, ça, putain. Ouais. Ah, c'est un mec, franchement, au début, je lui paye pas de mine physiquement, monsieur tout le monde, jeune. Je pensais pas qu'il allait devenir ce qu'il est devenu, quoi. Même en tant que réalisateur, il écrit, il produit. C'est un mec intéressant. Alors qu'il fait très américain de base. Ouais, américain de base, mais moi j'adore le côté un peu lourdingue. J'adore ces films-là. Je suis très friand de ces films-là, personnellement, donc aussi. C'est drôle, c'est joyeux. On se pose pas trop de questions. C'est très patriotique des fois, mais c'est des bons films qui font une audience, populaire. Et j'aime bien aussi faire ces films-là. Et pas sophistiqué, simple. Et quand je le prends, quand je joue, je suis vraiment décontracté. Je parle comme ça à tout. Alors il a tendance à parler très vite, mais c'est. Ouais, dans Ted, il y a la séquence où il dit tous les noms. Les prénoms. Celle-là, cette séquence-là, elle m'a fait. On me l'avait présentée la veille, je devais l'enregistrer le lendemain. On m'avait dit tiens, regarde un peu ce que tu vas faire demain. Et je fais waouh. Je dis comment je vais faire. Bon. J'avais pris les prénoms à la maison le soir sur une feuille de papier, j'avais appris à les lire. Et je m'étais fait un gros challenge là-dessus. Donc je l'avais vraiment bien travaillé. Et quand je suis arrivé le lendemain,
tout le monde était inquiet par rapport à cette scène. Et braf, je l'ai balancé comme ça en 2 temps, 3 mouvements. C'était en boîte. Et j'étais trop fier de moi, quoi. J'ai dit, celle-là, je vais la torcher, je vais la soigner. Elle est drôle. Ouais, elle fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il a un côté aussi, il a joué dans pas mal de comédies ici, comme on disait, Ouais. où il cassait aussi parfois un peu son image. Moi, j'adore Very Bad Cops. Ah, moi aussi. Ouais. Very Bad Dads aussi, Ouais. ça fonctionne bien aussi, alors que ça paraît très américain. Ouais. Et est-ce que vous sentez une différence du coup entre ce Mark Wahlberg-là qui fait des comédies et le Mark Wahlberg, par exemple, que vous doublez dans Les Infiltrés, où là, c'est un autre style aussi Ah bah oui, ouais, bah, il suffit de changer de style. Hein. Voilà, passer Vous l'avez fait dans d'une comédie, Fighter d'une aussi, comédie à quelque chose de sérieux. Non, oui, dans Fighter, ouais, mais... Father Stew, là, récemment aussi, je crois. Father Stew, ouais, c'est tout récent, ça. J'ai encore des trucs à faire dessus. Ouais. Ouais. C'est déjà noté, hein, c'est déjà noté sur Internet que vous êtes en train de le faire. Hein. Ah ouais. Bon, ouais, ça... Tu crois, là? C'est un peu en direct, là. Non, on n'est pas en J'ai direct. pas retrouvé... Mais moi, je l'ai vu noter. Hein. Je l'ai vu ouais noter. Ouais. Ils savent déjà. Alors, je sais pas d'où c'est sorti, mais... Pas de moi. Hein. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, il peut être sérieux, il peut être souvent drôle, mais il peut être... Ouais, c'est un acteur qui peut être sérieux. Physiquement, c'est une baraque, c'est une bête. Hein. Il a des bras comme mes cuisses. Vous n'avez pas étonnant. la même hygiène de vie que lui, c'est ça? Ah, mais lui, il a une sacrée hygiène de vie. Ah bah oui, hein. je sais. Oh la vache. Alors lui, c'est levé très tôt. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors là, on va changer de style, mais un acteur que j'aime aussi, je le mets au même rang que Mark Wahlberg dans mon panthéon, c'est Tom Cruise. Vous êtes retrouvé à le doubler sur un film. Ouais. Et quel film? Collatéral de Michael Mann. Mm. Comment ça s'est passé? Essais. J'ai passé des essais. On m'avait dit que... Puis Martin avait passé... Et c'était très, très bien dessus. Et j'ai passé les essais. Les essais sont partis aux États-Unis et Tom Cruise a choisi ma voix. Donc j'avais été pris par Tom Cruise sur Collatéral. Vous vous souvenez un petit peu de ce doublage? Ouais, dirigé par Kramer, qui m'a vraiment bien dirigé sur ce coup-là. Truc un peu lourd comme ça. Lui, il sait bien le faire. Et ah ouais, j'ai un super souvenir. Ouais. Pareil, il me disait parle pas trop fort. Parce que je suis un peu, je suis un peu guilleret, quoi. Souvent sur les, c'est un truc qu'il faut que je calme sur ces personnages-là, que j'ancre mes pieds dans le sol, que je sois un peu moins gamin, plus mature. Et ça, avec ce DA-là, on arrivait à redescendre et être plus réaliste et terrien. Et non, j'ai un super souvenir. Ouais. Super souvenir. Et puis après, j'ai pas pu le garder. C'est dommage. Vous avez repassé d'autres essais ensuite pour Tom Cruise? Cruise? Oui, j'ai repassé d'autres essais. Ouais, sur le film d'après. Et c'est là, voilà. Mais on m'a dit beaucoup de bien sur ce doublage. Ouais, on m'a dit beaucoup de bien. Je peux vous en redire, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a des essais que vous avez passés, en parlant d'essais où vous n'avez pas pu continuer, donc voilà, pour lesquels vous n'avez pas été retenu et que vous auriez absolument voulu décrocher le rôle? Ça peut être, cet acteur-là peut être, peut rentrer dans cette liste-là. Mais sinon, non, j'ai eu beaucoup de chance de travailler sur beaucoup de rôles intéressants. Et vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je ne suis pas envieux de quelque chose d'autre. Vous suivez aussi Jason Bateman. Et pourtant, alors vous le doublez quasi jamais dans les séries télévisées qu'il a fait. C'est toujours Benoît Dupac qui le fait. Pour quelle raison? C'est une sorte de deal comme ça. Voilà. Moi, je fais les films et puis lui, il fait les séries. J'aime bien cet acteur. J'aime bien. Je m'entends bien avec lui. Enfin, il y a un bon feeling. Il est pince sans rire. Il est une espèce d'humour comme ça, à froid. J'adore. J'adore Jason Bateman. Mais c'est vraiment dealé comme tel? Non, c'est informel? Non, ça se fait comme ça. Je sais pas que... On me propose à l'un, on propose à l'autre. Vous avez passé des essais pour Ozark, par exemple? Non. Même pas? Même pas passé d'essais pour Ozark. Non. Ça, par contre, je regrette toujours un peu de ne pas les passer, mais ça, Ozark, je ne l'ai pas vu passer. Très bien. Alors, et à l'inverse, vous avez énormément doublé Jon Hamm
à la télé, mais pas au cinéma. Pourquoi là aussi? John Hamm, il y a eu cette série Mad Men, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré la doubler. C'était vraiment, ça, c'était une super belle série, quoi. Et pourquoi? Là, je l'ai perdu. C'est niveau vocal. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur un film où il chantait et il parlait. Donc, il y avait un raccord voix et on gardait ils ont gardé la voix chantée Ok. en anglais. Et donc, il fallait que le raccord voix soit parfait. Je devais être un peu léger pour le doubler. Donc, ça a été un autre comédien qui l'a. C'est Constantin Papas qui le fait souvent. Aussi, ouais. John Hamm, je l'ai refait récemment là, sur un film. Ouais, effectivement. On entend souvent les comédiens, voilà, vous me le disiez, dire qu'ils ne sont pas propriétaires des acteurs. Mais est-ce que ce ne serait pas respecter finalement le public de la version française de conserver toujours le même comédien sur le même acteur? Moi, je trouve Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve qu'il faut respecter le public. C'est très dur pour les gens que la voix change. Même pour moi, en tant que public, quand les voix changent, franchement, je suis pas content. Vous m'enlevez. Vous regardez toujours les films en VF du coup ou... Je regarde beaucoup les films en VF et aussi en VO, mais quand on me retire une voix, je suis trop en colère, quoi. Trop en colère. Parce que voilà, on accepte, on a aimé comme ça. J'aime pas les changements vocaux. Et en plus, quand on est comédien, on n'aime pas qu'on nous prenne nos voix, nos personnages. Moi, j'aime pas. Quels sont les doublages qui vous ont demandé peut-être le plus d'énergie pour pouvoir jouer? Marc Wahlberg, il faut de l'énergie. Hein. Ça y va. En énergie. On peut rester sur Marc Wahlberg. Hein. Ouais, l'énergie, Marc Wahlberg, ça dépote. Ça dépote. No Pain, No Gain, c'est un grand souvenir. Grand souvenir. Ce grand souvenir par rapport à quoi? Par rapport à la qualité du film? Ouais, par rapport à la qualité du film, à l'ambiance, à tout ce qui était dit, aux personnages, tout matchait bien. J'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Il joue pas mal en plus de sa persona, Marc Wahlberg. Oui, en plus. Ouais. En plus, il était bodybuilder et dans le film, il l'est aussi. C'était trop bien. C'est une bonne histoire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer le jeu d'un acteur avec la VF? Non, j'y crois pas trop, ça. Parce que ça veut dire qu'on se détache de ce qui est en VO. Et c'est un peu casse-gueule, c'est un peu scabreux, quoi. Et puis, non. J'aime bien rester fidèle essayer de rester le plus fidèle à ce que l'acteur a joué à la VO. C'est très... un peu mégalo de dire je vais être mieux sur lui avec ma VF. Waouh, comment ils font, quoi. Souvent, sur les Star Wars, je sais qu'il y a des gens sur Internet qui disent la VF est mieux que la VO, notamment pour Hayden Christensen, quand il fait Dark Vador, tout le monde dit que c'est mieux en VF, que Dark Vador est français, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est mieux. Et c'est vrai que tout Bruce Willis, c'est mieux. C'est vrai que vous habitué. Ouais. C'est vrai que c'est mieux. Ça sonne mieux. C'est frustrant de rester dans l'ombre de tous ces comédiens que vous doublez ou pas du tout? Non, franchement, pas du tout. Non, ça... Après, ça fait partie du jeu de ce métier aussi. Ça fait partie du jeu, mais je suis pas... En plus, le fait d'approcher leur rythme, de doubler que des bons acteurs, je sais pas, ça me nourrit énormément en tant qu'acteur. C'est une bonne nourriture. Donc merci, c'est des cadeaux en fait. Beaucoup pensent qu'on est tous frustrés de pas être au premier plan, que forcément un doubleur est frustré. Non, je suis pas d'accord. C'est un peu une idée toute faite, celle-là. Vous dites doubleur, est-ce que on sait que c'est un terme, on ne sait pas trop comment Au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà. Alors comédien de doublage, c'est bon, on peut dire doubleur. Bon, moi je trouve c'est rentré dans le langage. Alors il y en a qui sont vent debout contre ça, mais bon c'est bon quoi. Maintenant c'est dans le langage commun, doubleur. Tant qu'on dit pas doublure.
C'est assez drôle aussi, vous avez doublé la même personnalité politique JFK, interprétée par 2 acteurs différents, donc Greg Kinnear dans Les Kennedy et Rob Lowe dans Killing Kennedy. Où se situe la différence d'approche du rôle pour ce même personnage? Waouh! Alors là, tous les deux ont été vers JFK et moi j'étais vers aussi, quoi. Enfin, on a tous, moi, je sais pas. En fait, tu doubles ce que l'acteur a fait, quoi. Donc tu te réadaptes à chaque fois. On se réadapte un peu. Bah, ça reste. Ouais, ça restait. On allait vers une vision d'un JFK ensemble. Enfin, j'ai suivi, quoi. Bah oui, il se trouve que j'ai fait deux présidents de JFK. Ouais, c'est drôle, ça. Ouais. C'était drôle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Henry Ian Cusick? Donc c'est un acteur de série que vous avez pas mal doublé aussi, et notamment dans Lost. Moi, je me rappelle dans Lost, même s'il n'a pas un rôle super important, mais... Ouais, dans Lost, je le suis sur ces séries. Il y a plein d'acteurs comme ça qu'on me donne encore. Lui, c'est un acteur, je crois qu'il est anglo-saxon. Et doubler ces acteurs anglo-saxons, ils sont forts. Hein. J'aimais bien. Sur Lost, il avait une espèce de folie comme ça, un espèce de délire. Et c'était bien de le suivre là-dedans, dans cette délire. J'ai un bon souvenir. C'est quoi le comédien c'est qui le comédien sur lequel vous prenez le plus de plaisir? Le plus de plaisir... Ceux qui sont assez proches de moi, je pense à Mark Wahlberg, parce que c'est simple pour moi d'y rentrer chez lui. Je pense à Ewan McGregor aussi, vocalement on est très proches. Dans Moulin Rouge, on avait fait les raccords voix, chansons, qui collaient vraiment au niveau timbre de voix. On était proches. J'aime bien. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Mais c'est marrant que vous ne citiez pas Johnny Depp, alors que la plupart des gens vous rattachent aussi à Johnny Depp. Bah si, il y a Johnny Depp, bien sûr. Dans les rôles. On a parlé donc film, série, et vous avez aussi beaucoup doublé de jeux vidéo. C'est quoi la différence avec cet exercice-là? Alors jeux vidéo, on n'a pas d'image, donc c'est un peu plus... Au niveau de l'imaginaire, il faut vraiment aller encore plus loin, s'imaginer les décors, s'imaginer les... D'ailleurs, heureusement qu'on est aidé par les DA à ce moment-là. Et puis c'est impressionnant, parce que c'est une somme de travail incroyable. Il y a sur Uncharted, il disait merde tout le temps. Il ponctuait tout par merde, merde, merde. C'était un gimmick. Mais il a fallu faire des centaines de merdes avec des tonalités différentes pour pas que ça lasse un moment. Parce que le jeu, le gars, le joueur, il va à droite, et puis il essaye à gauche, et puis il essaye tout droit, puis il essaye en reculant, puis il essaye... Sur la même scène, il faut faire toutes les versions. C'est très fastidieux. Très fastidieux. Mais les résultats, ils sont formidables maintenant, avec les moving motion. Ouais, motion capture. Motion capture. Vous avez commencé à le dire, mais les gamers, ils vous connaissent beaucoup pour la voix de Nathan Drake dans Uncharted. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Vous y connaissez quelque chose à ce jeu-là quand vous êtes arrivé dessus? Non, je jouais pas, j'étais pas gamer. Je ne suis toujours pas trop game. Je suis pas gamer. Et ça va, personne m'en veut. Non, ça va. Mais non, ça c'est un personnage emblématique, c'est-à-dire que c'était... Bon, on a comme des règles dans le doublage où faut pas dire de gros mots, enfin les mots, un langage châtié, on n'a pas le droit. Et quand ce personnage est arrivé, il y avait une telle liberté, encore une fois, de pouvoir bouger comme on veut, de dire des grossièretés comme on veut, de dire son état. C'était bien joué. Et le jeu était formidable. Et le fait de rentrer dedans, grosse liberté, pareil. Et quand il y a grosse liberté, il y a plaisir. Et quand il y a plaisir, les joueurs, ils s'y retrouvent, ils sont contents. Et sur des projets comme ça, vous avez possibilité d'improviser un peu ou pas du tout? Non, on s'inspire toujours de l'anglais, mais forcément, il y a un truc qui transpire, il y a un truc qui transparaît dans sa façon de faire. Si on a beaucoup de plaisir, ça sort. Les phrases, elles sortent avec beaucoup de plaisir. Donc, celui qui écoute, il ressent. Et entre le premier jeu et le 4e qui est sorti beaucoup plus tard, vous-même, est-ce que vous avez ressenti une évolution, ça, dans le personnage et même dans votre approche? Toujours du plaisir. Je m'en suis... Voilà. Il n'y a pas eu d'évolution, ça a toujours été... il suffisait de retrouver ses marques avec ce... Voilà.
Plaisir, ça. Faut faire passer ça. Quand on fait passer ça au niveau vocal, plaisir du jeu, ben, purée, ça s'entend, quoi. Les gens, ils l'entendent. Et il faut prendre des risques, hein. Faut prendre des risques dans ce métier. Des risques d'intonation, aller plus loin que... Et en général, c'est perceptible au final. Vu qu'on a parlé de Mark Wahlberg, on parle d'Uncharted, je me sens obligé de parler d'un film Uncharted, du coup, où il y a Mark Wahlberg qui joue le rôle de Sully, donc mentor de Nathan Drake. Est-ce que vous avez failli être remplacé sur ce rôle-là, j'imagine? Parce que c'est Alexandre Gillet qui faisait la voix de Mark Wahlberg sur la première bande-annonce. Ah d'accord, je savais pas. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de la bande-annonce, c'est parti comme ça. On vous a présenté la chose, on vous a dit... Non, ça a été la mauvaise surprise en regardant la télé. J'ai dit, what? La bande-annonce, elle sort et c'est pour moi qui fait Mark Wahlberg. J'étais trop furieux. Enfin, trop... Je dis merde. Enfin, je vous parle sincèrement, hein, parce qu'on ne peut pas être de marbre quand... Voilà, je suis sincère avec vous. Je suis pas... On est un peu sur le coup, quoi. Et puis, après, moi aussi, je me suis énervé sur la première c'est la vie, hein. C'est comme ça, mais ils étaient emmerdés parce que j'étais tellement reconnaissable sur Nathan Drake, qui se sont dit justement, à juste titre, il ne peut pas faire un autre personnage avec Nathan Drake. Ça va être confusant pour le joueur. Mais il était tellement jeune, Nathan Drake, que ça ne pouvait pas coller avec ma voix, avec ce que j'avais fait sur Nathan Drake, qui était vraiment un trentenaire bien mûr. Donc je comprends que c'était... Voilà, ils se sont dit, bah non, on va éclipser... Et puis, alors là, les joueurs... j'ai l'impression qu'ils ont une force incroyable sur la toile. Quand ils veulent pas d'un truc, ils le disent. Et comment ça marche du côté, ça remonte, boum, Entertainment Sony États-Unis, boum, Entertainment les Japonais, boum, ça va très vite. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi cette histoire de voix française, etc. Pourquoi les joueurs résistent? C'est formidable la puissance de feu que vous avez. Et donc, je suis arrivé. On m'a dit, finalement, tu vas faire Mark Wahlberg. Et j'ai fait avec beaucoup de plaisir Mark Wahlberg, sans penser jamais Nathan Drake, en jouant. Donc, du coup, il s'est développé. J'étais assez content. Je me suis dit, ça va être... Moi aussi, j'étais emmerdé avec ça. Et je dis, j'ai joué la partie de Mark Wahlberg, je l'ai joué dans son sens. Et finalement, j'ai pas du tout pensé à Nathan Drake. J'ai pensé à jouer Sully. Et je trouve qu'au final, ça le fait. Voilà. Et Sully, vous avez pensé ou pas du tout parce que c'est José Luciani qui faisait... et ça marchait super bien. Ouais, ça marchait trop bien. Quoi. Non, j'ai pensé plutôt l'acteur Mark Wahlberg. Vous avez commencé à le dire, mais qu'est-ce que ça apporte du coup, cet exercice-là, le doublage, dans votre métier de comédien? Déjà jouer des rôles que vous ne pourrez peut-être pas jouer à l'écran, non, j'imagine? Oui, c'est clair, ouais. Oui, c'est pour ça qu'il y a du plaisir à faire ce métier-là, c'est qu'on est vraiment pas... voilà, on joue à... C'est un jeu. Est-ce qu'il vous arrive de vous réécouter du coup à la télévision, au cinéma? Je suis pas friand de l'exercice, mais quand je tombe par hasard, des fois j'aime bien sur les Mark Wahlberg, j'aime bien, parce que je me suis dit, je me suis bien marré à faire cette scène-là et tout. Puis je dis, voilà, je m'envoie des fleurs, je dis, ça se passe pas trop mal. Voilà. C'est marrant, avec votre expérience, on pourrait se dire que vous avez peut-être fait de l'ADA et pourtant vous n'en avez jamais fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? J'aimerais passer de l'autre côté une fois ou deux pour voir. Oui. Je ne dis pas que je deviendrai l'ADA tout le temps, mais voilà, voir un autre angle du métier, bien sûr, j'aimerais bien. Ouais. J'y pense, c'est très récent. C'est très récent, ça a même quelques semaines. J'ai lu en vous. Ouais, vous avez lu en moi. C'était écrit sur Internet aussi. Non, je rigole. Non, ça frise. Pourquoi pas? Okay. Et on vous avait déjà fait des propositions ou... Franchement, non. Moi, j'ai jamais fait de proposition. Je travaille beaucoup, donc on me dit, il va pas avoir le temps, je sais pas. Ou on me fait pas de proposition parce que, voilà, je correspond pas... Enfin, je sais pas du tout. Mais, voilà, ça commence à... J'aimerais bien. On n'a pas trop parlé d'animation encore, et je voudrais en parler un petit peu, parce que vous êtes la voix, par exemple, du prince Eric dans La Petite Sirène, et vous n'étiez pas la première à la base. Exact, ouais. Il y a eu un redoublage. Ouais.
Comment ça s'est fait là aussi Je sais pas, je suis arrivé sur le prince Eric de la petite sirène 2, enfin, ou je sais pas, un Ouais, autre c'est ça, ouais. doublage, ouais. Pareil pour les 100 dalmatiens, j'ai fait une autre version. Pongo. Et Frères des ours, donc Et là vous Frères avez des ours. suivi Joaquin Phoenix. Ah, j'ai fait les deux, finalement. ouais. Ah, c'était bien. Dans l'animation, vous sentez des différences? Il y a des différences par rapport au film Bah oui, classique? faut nourrir plus l'image. L'image demande encore plus de justesse de jeu pour que ça corresponde bien avec les yeux. Et faut envoyer du bois au niveau jeu. Ouais. Et faut remplir les personnages. Je trouve que ça demande beaucoup plus. L'exercice, mais quand ça marche, c'est vraiment agréable. Ça fait plus de 25 ans maintenant que vous êtes dans ce métier-là. C'est quoi les principales évolutions que vous avez pu observer dans le doublage? Au début, historiquement, que le doublage n'était pas bien reconnu. Après, il y a eu, et avec des voix très, très marquées. Après, on est passé à des voix plus blanches, un peu plus aseptisées. Ce qui voilà, c'était une une période. Et puis, mais on sentait que le travail, qu'on avait de moins en moins de temps pour faire les films, là, là, ça se bouscule au portillon. C'est-à-dire, on sent vraiment qu'il y a une masse de choses à doubler et il faut faire encore plus vite sur les plateaux. La technique a changé. Avant, c'était sur bobine de film. Donc, il y avait une manipulation on avait beaucoup de temps entre les prises. Et là, le numérique a bouleversé, a accéléré aussi les choses, a aidé le comédien. C'est-à-dire qu'avant, là, on va tellement vite et les techniciens, les ingénieurs du son sont tellement aguerris au numérique qu'ils peuvent remonter, couper d'eux-mêmes. Avant, c'était au comédien de recommencer plus court ou de recommencer plus long. Maintenant, c'est les ingénieurs du son qui te bidouillent un truc sur l'ordinateur et qui stretchent dans un sens les phrases ou qui te les écrasent dans l'autre. Voilà, ça change. Et puis, ouais, ça va de plus en plus vite, quoi. Ouais. Et vous voyez ça quand même positivement, que ça aille plus vite ou... Bah, comme ça va plus vite, on a moins le temps de peaufiner les choses on sort de l'artisanat pour arriver vers un truc peut-être un peu plus industriel, même au niveau du doublage, quoi. Faut que ça aille plus vite. J'imagine que sur les séries, c'est encore aussi... ça va encore en... Ah ben ça a changé aussi. Avant, il n'y avait pas autant de séries. Il n'y avait pas autant de séries. Et puis le top, le haut du panier, c'était le film, le 35, la sortie salle. Et ben maintenant, toutes les cartes sont rebattues. Et maintenant, ce sont les séries qui ont des auteurs formidables, des réalisateurs formidables. Et c'est pas un film, c'est 7 films ou 8 films bout à bout. Et il y a des choses extraordinaires, quoi. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas à critiquer, c'est comme ça. Et comment vous voyez l'avenir de ce métier? Ben, je sais pas, pendant un moment, on disait « Oh, le doublage, ça va disparaître parce que tout le monde écoute en VO maintenant ». Et quand je vois aussi le métier qui est regardé différemment par tout le monde, le fait que vous soyez là, que vous m'interviewez, il y a une richesse à ce niveau-là de gens qui s'intéressent à ces coulisses, les coulisses du cinéma, de la série. Et en fait, il y a un rebond, quoi. En fait, c'est pas du tout mort, quoi. Au contraire, voilà, vive la VF. Il y en a qui sont pro VF, formidable, formidable. Mais il faut continuer à respecter l'œuvre qui est doublée et le client, le public. C'est pour ça qu'il faut toujours bien travailler. Et vous, au début, vous disiez qu'on allait peut-être un jour arriver à un truc comme ça où les comédiens de doublage allaient être un peu mis en avant à ce point-là, en tout cas reconnus à la juste valeur du travail qui est effectué. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré travail, un travail dont on ne parlait pas. Et là, la mise en lumière de tout ça me fait dire qu'on fait un sacré boulot, du coup, et cette reconnaissance, c'est agréable, hein. Les conventions, tout ça, le nombre de gens qu'on croise, qui peuvent enfin mettre un nom, un visage sur une voix, c'est très émouvant, hein. C'est pas commercial, hein. On sent que les gens, ils ont passé leur enfance avec ta voix dans l'oreille, et c'est très troublant, hein. Ouais. C'est très bien.
Vous avez une voxographie très riche, très variée. Comment vous vous expliquez une telle longévité et comment vous arrivez à trouver autant de temps pour travailler? Bah, je travaille tout le temps. Je travaille beaucoup, 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 beaucoup. Ah là, on a de la chance alors. Ouais. Bah, je travaillais juste Ouais. avant, là. Toujours du plaisir à être sur un plateau de doublage. Et je crois qu'il y a le truc, c'est la petite prise de risque à prendre sur chaque doublage, même ceux qui vous paraissent pas terribles. Se dire, il y a quand même, comme José Luciani le faisait, il était à fond dans tout ce qu'il faisait. Et ça rend les gens passionnés et passionnants. Là, on parle beaucoup de doublage, tout ça, mais le métier de comédien, il n'y a pas que ça. Est-ce que ça vous attirerait de revenir sur les planches ou un rôle dans le cinéma, tout ça? Ah oui, bien sûr, c'est une autre part du métier. Ouais, ça me dirait bien. Le fait d'avoir doublé des bons acteurs, je me dis, bah voilà, je peux en tirer quelque chose. Faut nourrir d'eux. Ouais, me nourrir d'eux, ouais. Sur quel projet de doublage vous travaillez en ce moment ou dernièrement? On a compris, il y a Broken City. Ouais, là, vous avez une primeur. Mais le temps que ça sorte, je pense qu'il sera sorti, Broken City. Je pense, ouais. C'est un film d'il y a 15... C'est quand même fou ça. Broken City, qu'on refasse un doublage 15 ans plus tard, je comprends pas. Ouais, il y a toujours Emmanuel Jacomini qui fait Russell Crowe, tout ça Je sais pas. Vous savez même pas. Je connais pas la décennie. Marc Alfaux est malheureusement décédé. Oui. Donc, voilà. Je sais pas. Et alors, d'autres projets en ce moment de doublage? Voilà, je suis sur IMDb, je regarde un peu ce que font mes acteurs, s'ils sortent des choses ou pas. Johnny Depp, pour l'instant, ça reste un peu dans les brumes, je sais pas. Ouais, il a fait un film en France, donc j'imagine qu'il n'y aura pas besoin de le doubler. Ouais, je sais pas. Et donc, oui, là, j'ai pas de... Non, de toute façon, même si j'en avais, je pourrais pas vous le dire. Ah. Donc, le temps que ça sorte, vous me dites et moi je le coupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites là ici? Parce qu'on est au studio Éclair. Ah là, c'est une série qui s'appelle The Game. Je double Tim Daly, que j'ai doublé pendant 7 ou 8 ans sur une très longue série et que je retrouve là, qui tourne pas beaucoup. Et j'aime bien le doubler. Ouais, c'est un film sur le football américain. C'est une comédie. Est-ce que vous avez toujours le trac avant d'aller à la barre ou... Des fois, oui, des fois. Je me suis toujours mis un peu la pression, histoire d'arriver bien concentré. Et en même temps, le trac peut être très paralysant. Donc c'est quelque chose à manier avec prudence. Et se dire toujours que c'est un travail. Et donc d'avoir une petite distance pour pas être trop collé à ce qu'on fait. Si on est trop collé, on n'entend plus ce que dit le DA, les indications, on s'éloigne en fait de ce qui se passe. Donc être très concentré. Le trac, moins que sur scène, moins qu'au théâtre, mais un peu quand même. Comment décririez-vous votre voix? Là, quand je vous parle, je m'entends pas, puisque c'est une autre voix. Alors les gens, peut-être, qu'est-ce qu'ils disent de votre voix? Ma voix, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a une énergie, une chaleur, ouais, il peut y avoir de la tendresse, de la profondeur, être proche des émotions. J'ai pas une voix très grave, plutôt légère en fait. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant d'arriver à la fin de cette interview? Même si j'ai un petit bonus à la fin, mais c'est différent. Un mot à ajouter. Quelque chose que vous auriez voulu peut-être évoquer, dont on n'a pas parlé? Non, je trouve que ça a été très complet. Ça a été une série de questions. Je me suis pas du tout écouté. Je vous ai suivi. Je vais peut-être dire un truc aussi, c'est que j'arrive à un âge maintenant où il y a tout ce passé, enfin toute cette expérience. Et je suis en train de regarder ça, quoi, maintenant. Avant, je ne regardais pas, j'étais dans le flux, dans le fait d'avancer. Et là, je commence à regarder toute cette somme d'histoires que j'ai racontées à travers les personnages. Ça me touche, ça me fait plaisir. C'est moi, voilà. J'imagine que doubler Obi-Wan Kenobi 20 ans plus tard aussi, ça a dû
Ça a dû enclencher ça, ce fait de revoir en arrière tout ce qui... Ouais. Ça a commencé là. Ben voilà, c'est ouais, c'est une vie, hein. Même les acteurs que je croise dans les couloirs, les DA, tout ça. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont toujours là, il y a des petits jeunes qui... Enfin voilà, ça bouge. C'est des tranches, une tranche d'histoire, là. Je commence à la regarder, là. Ouais. Merci de m'avoir posé la question. Ouais. On vous sent un petit peu nostalgique de Ouais. ça, là. Ok. Bon, ben, je crois qu'on a fait... Wow. On a fait le tour. Il est quelle heure? Il est 4 heures. Non, non.